Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on définit comme un événement indésirable grave? C'est défini dans la loi depuis 2016, la loi française. C'est un événement indésirable inattendu au regard de la pathologie, grave pouvant entraîner un décès ou une mise en jeu du pronostic vital et potentiellement des séquelles. Et bien sûr lié aux soins, qu'il s'agisse de prévention, de diagnostic, le laboratoire en fait partie, ou de thérapeutique. Alors, dans le cadre de la loi française, ces EIG doivent être signalés sans tarder à l'agence de l'ARS pour une analyse et sont remontés au niveau du ministère et centralisés par la Haute Autorité de Santé. Alors, sur quoi se base cette stratégie? Eh bien, on a eu 3 grandes enquêtes qui ont été menées depuis 2004, qu'on appelle les enquêtes Eneis, qui ont permis de focaliser et de voir exactement ce qui se passait dans nos établissements en matière d'événements indésirables graves. La première avait pas donné énormément de choses, mais permettait de mettre des mots et de voir ce qui se passait en termes de IG. La seconde, 2019, Eneis 2, a permis, et ça a été un peu un coup de tonnerre, de chiffrer ces événements indésirables graves. Et on avait reporté dans cette enquête, qui était une enquête multicentrique avec un suivi de tous les patients pendant plusieurs semaines, un EIG tous les 5 jours pour un service de 30 lits. Ce qui était énorme, ce qui a donné lieu effectivement à les décrets, les lois et les arrêtés concernant la gestion des risques et des événements indésirables graves. La dernière étude, donc 2019, a permis de chiffrer et de voir surtout l'évolution entre l'étude de 2009 et de 2019. Et heureusement, on a pu constater et chiffrer une amélioration avec une diminution d'à peu près 30% des EUG par la mise en place de tout ce qui a suivi dans les arrêtés, le suivi, les analyses, la centralisation et les retours d'expérience. Donc on reste quand même avec des chiffres qui sont importants, 4 EIG par service, par unité de 30 lits et par mois. Point également important, l'évitabilité, un tiers de ces événements indésirables graves serait évitable. Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que sur le signalement, je vous ai dit que ces EIG devaient être signalés aux autorités sanitaires, eh bien seuls 18% ont été détectés en interne, ça veut dire qu'on en laisse passer une grande partie, et moins de 2% ont été signalés à l'ARS. Donc vous voyez la marge de progression qui nous appartient encore. Alors, dans le titre, il y avait EIG et Never Event, qui sont les événements qui ne doivent jamais arriver. Alors là encore, la France, qui est très réglementaire, a mis en place une liste officielle des 12 Never Event qui concernent essentiellement le médicament, qui a été publié sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est relativement cadré et ça nécessite, de par nos amis pharmaciens, une déclaration un peu spécifique. Alors, je vous ai dit que tout ça remontait au niveau de la Haute Autorité de Santé. Voilà pour les données. Si on prend par ordre de fréquence, eh bien, les plus fréquents, c'est les suicides. Suicides suivis des erreurs médicamenteuses, d'où l'intérêt de la liste que je viens de vous présenter. En troisième position, ce sont les chutes. Alors, chutes avec séquelles, c'est pas la petite chute, mais c'est des chutes qui peuvent d'ailleurs survenir chez les patients qui sont sous neuroleptiques ou d'autres produits qui peuvent entraîner un facteur de risque. Quatrième élément de fréquence, c'est les problématiques de prise en charge des parturientes, qu'il s'agisse d'hémorragie de la délivrance, de décès du nourrisson, on y reviendra. Et cinquième grande famille, ce sont les décès inexpliqués, on y reviendra. Alors pour planter un petit peu le décor, là encore, il faut toujours illustrer les choses. L'affaire est une affaire, pour le coup, qui a entraîné une procédure pénale, je vous rappelle, procédure ordinale, procédure civile et procédure pénale, le niveau est extrême. L'histoire se situe dans un centre hospitalier parisien. Elle survient en 2006, pour contextualiser, donc bien avant la mise en place de toutes ces procédures.
Et dans le cadre d'un service de pédiatrique, un jeune enfant est admis aux urgences et en fait, il y a une erreur dans les produits utilisés pour la réhydratation. Au lieu d'utiliser une solution B46, on va lui injecter du chlorure de magnésium. L'enfant va décéder et cette histoire va être largement médiatisée et j'allais dire, va faire un peu jurisprudence puisque le cadre du service de pédiatrique et le pharmacien vont être condamnés à de la peine de prison avec sursis, 1 an pour la cadre pédiatrique et 6 mois pour le pharmacien. Alors, je vous rappelle, on est en 2016. Je vous ai mis quelques exemples sur la médiatisation pour, j'allais dire, illustrer tout ça. Hein. Donc, les grandes chaînes de télé, une couverture médiatique très, très importante. J'ose même pas imaginer ce que donnerait cette situation aujourd'hui avec l'amplification des réseaux sociaux et autres polémiques potentielles. Alors ça, c'était pour planter le décor. Pour ce qui est de notre étude, alors c'est une étude qui a été menée sur 130 établissements du groupe Ramsay, pour lequel je travaille. Vous voyez qu'on a une couverture nationale sur toute la France. On prend en charge 2 millions de patients par an. 33 000 naissances dans 127 établissements. On a de la pédiatrie, de la radiothérapie, à peu près 30 000 collaborateurs et 7 000 médecins, ce qui représente quand même un échantillon représentatif. Alors, on est organisé au niveau de la cellule crise que je co-anime avec mon collègue Xavier Richaume depuis 18 ans. On a une cellule crise qui est une cellule crise médicale qui est directement rattachée à la direction générale et donc sur lequel on travaille, j'allais dire, en collaboration directe avec toutes les directions, qu'il s'agit de la direction médicale, siège, de la direction juridique, de la direction de la communication, des ressources humaines. Et tout ça remonte par chacun des établissements qui, comme dans tous les établissements, sont organisés avec une équipe locale de responsables d'assurance qualité, de gestionnaires de risque, de directeurs médicaux qui vont nous remonter à travers un outil sécurisé toutes les alertes, alors qui dépassent largement les EIG, mais tous les événements indésirables sont remontés dans une base analysée, un tamis à grosse maille sur lequel on va sortir les éléments les plus sensibles et garder à la fin les EIG, les Never Event que je vais vous présenter. Alors pour illustrer, sur une année, on est à peu près à 80 000 événements indésirables remontés. Donc c'est une base qui est relativement... alors j'ose pas dire exhaustive parce qu'on sait qu'on n'est pas exhaustif, mais qui est représentative. Alors, je vous ai parlé des Never Event. Il se trouve qu'on est un groupe franco-australien et que les anglo-saxons avaient une longueur d'avance sur la gestion des événements indésirables graves. Et donc, on a une liste complémentaire à celle de l'ANSN que je vous ai présentée, que je vous présente ici, qui est beaucoup plus large, qui ne prend pas que le médicament, mais les oublis d'instruments, les oublis de matériel, les injections de chlorure de potassium, les erreurs d'administration d'insuline, entraînant une morbidité importante ou le décès, des embolies gazeuses, enfin, toute une liste absolument effroyable de choses qu'on ne souhaiterait pas voir dans les établissements, et hélas, qui peuvent se produire, certes exceptionnellement, mais c'est ce que l'on redoute. Donc je vous l'ai dit, chaque établissement du groupe est organisé avec une cellule interne qui remonte au niveau du siège tous ces événements qui vont être analysés. Tout ça est organisé avec un guide de gestion de crise dans lequel on a listé tout ce qu'on souhaitait voir remonter. Et puis, bien évidemment, on travaille sur des retours d'expérience, parce que ça, c'est pas tout de remonter, de tracer. Il faut accompagner les établissements et les équipes pour la gestion de la situation, surtout si elle est gravissime, mais également essayer de s'assurer que ça ne se reproduise pas. Alors, les chiffres maintenant, donc je vous ai mis sur une période de 2016 jusqu'à 2022, l'évolution, vous voyez qu'on passe de 241 alertes, alors ce n'est pas des événements indésirables graves tous, mais une bonne partie, jusqu'à pratiquement 500 alertes que nous avons traitées l'année dernière. En haut, vous avez le nombre d'EIG, d'EI dont je vous ai parlé, qui remontent dans les bases, 55 000 pour l'année dernière, qui ont donné lieu, et c'est rassurant,
juste, je dirais juste, c'est déjà trop, 33 Never Event que nous allons analyser. Alors, si on essaie de classer ça, alors c'est vrai que le temps imparti ne me permet pas de détailler beaucoup, mais on classe globalement en 7 grandes familles. Les 4 principales sont les défauts comportementaux, qui représentent à peu près 35% des cas, les problèmes d'organisation de soins, 23% des cas pour ce qui est de 2022. Le risque infectieux, on y reviendra en détail, à peu près 20%. Et les accidents médicaux, moins de 10%. Vous voyez que c'est des chiffres qui sont en dehors de l'épiphénomène de la pandémie Covid qui a fait monter les problématiques de risque infectieux et puis diminuer l'activité, donc diminuer les effets liés à des Never Event de prise en charge, en particulier chirurgicale. On est relativement stable. Sur cette seconde slide, on voit à peu près la même chose avec effectivement une stratification par année. Alors là, vous voyez que le défaut comportemental explose littéralement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est très, très vigilant parce qu'on voit monter énormément de violence dans nos établissements comme dans les vôtres. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel on est très, très vigilant. On met en place des formations spécifiques. On a travaillé avec des sociétés spécialisées, des anciens du GIGN en l'occurrence, qui nous accompagnent dans ces formations, la gestion au conflit, et c'est quelque chose qui monte de plus en plus et qui nous inquiète parce que le niveau de violence est quand même assez important. Alors, on est des cliniques privées, hein, mais sachez qu'on parle plutôt d'hôpitaux privés. On a une clinique à Trappes, hein, donc c'est pas simplement la clinique du 16e arrondissement. Donc on est vraiment en contact direct avec réellement ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français. Alors, je vous avais parlé du risque infectieux. Donc, on a décidé arbitrairement de remonter dans notre base l'ensemble de tout ce qui était signalé officiellement. Vous savez qu'en France, on a une liste obligatoire de signalement par un outil qui s'appelle eSIGN, qui est centralisé par Santé publique France et pour lequel les CEPIAS, les ARS sont mis dans la boucle, un certain nombre d'événements infectieux. Alors bien sûr, en 2002, on avait encore du Covid, hein, on avait 46 cas de cluster ou de décès ou de situation critique. Des bactéries hautement résistantes, on en parlera cet après-midi, même en distanciel, on en avait 17 cas qui n'ont pas donné lieu à des cas secondaires. Donc là, c'est un bon critère d'évaluation, c'est-à-dire que maintenant on les dépiste et il y a peu de cas secondaires. Malgré tout, on a eu 5 épidémies, donc 4 concernaient quand même des BHRE, 3 cas de légionellose, dont 2 décès, des infections de sites opératoires critiques ou sensibles, et puis des contaminations. On a eu des contaminations de blocs thermiques en chirurgie cardiaque, des blocs de CEC qui nous ont posé pas mal de problèmes. Bon, des cas de gale anecdotiques, méningo, listeria, monkeypox, enfin bon, des choses qu'on retrouve, je pense, à peu près tous les établissements. Petit focus sur les accidents médicaux. Alors, les accidents médicaux, ça c'est quelque chose qui est très très sensible et on communique auprès de tous nos confrères chirurgiens, anesthésistes régulièrement avec des retours d'expérience. On en a fait un avec les présidents de CME qu'on réunit chaque année. Et ça c'est quelque chose qui est très très sensible parce que c'est difficile à assumer. C'est difficile à assumer et il faut essayer de déconnecter ce qui peut être fautif, éventuellement avec une pression médico-légale. Je vous l'ai montré sur le cas de l'erreur d'injection. Et il faut essayer de communiquer positivement sur l'erreur. Donc ça passe par la communication, du retour d'expérience, de l'accompagnement, parce que des erreurs, ça peut arriver. Des erreurs bien expliquées aux patients, à la famille, on peut avoir, une écoute tout à fait incroyable. Et par contre, ce que ne supportent pas les familles ou les victimes, c'est qu'on leur ait menti. Donc une erreur qui n'est pas assumée, qui n'est pas en toute transparence, mais il y a une façon d'expliquer, de communiquer quand ça s'est mal passé. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on accompagne nos confrères, principalement chirurgiens, puisqu'on a essentiellement de l'obstétrique et de la chirurgie dans ces cas. Donc si on rentre dans le détail de ces 47 alertes en 2022, on avait 16 décès, dont 3 décès de nourrissons.
J'en ai eu, hélas, il y a une quinzaine de jours, à 3 jours de vie, quand il faut proposer à la famille une autopsie et communiquer là-dessus, ben, c'est compliqué. Il faut accompagner, mettre en place une cellule psychologique. Enfin, il y a toute une approche que j'ai, hélas, pas le temps de vous détailler, mais qu'on a formalisée et qui essaie d'être adaptée à chaque situation. Et chaque situation, bien sûr, est tout à fait dramatique, exceptionnelle. Des erreurs médicamenteuses, hein, ça c'est des choses qui, hélas, arrivent encore, des oublis de compresse, d'oublis d'instruments, des erreurs d'identité. On l'avait présenté tout à l'heure, nos confrères l'ont présenté au laboratoire, ça arrive également en situation clinique. On a eu 3 embolies gazeuses, des erreurs de côté, puis des retards de prise en charge également. Alors, quelques exemples, hein, parce qu'on ne s'était pas concerté en préparant cette présentation ce matin, mais vraiment, la pédagogie par l'exemple est quelque chose assez intéressant. Alors, premier exemple, une intervention banale. Madame P, 55 ans, est adressée par son médecin traitant pour l'ablation d'une tumeur de la main droite. Consultation d'anesthésie, rien de bien spécial, sauf noter une anxiété particulière de la patiente qui vraiment a l'impression qu'elle va mourir. Elle le verbalise comme ça lors de sa consultation. Bon, l'anesthésiste la rassure, c'est une anesthésie loco-régionale. Enfin bon, il n'y a pas de problème, elle n'a pas de complications prévisibles, elle a un ASA à 2. Et donc elle se retrouve au bloc, 14h30, en salle d'induction. On va lui faire de l'hypnovel, de la kétamine, un bloc axillaire sous xylo. Et 15h10, elle rentre en salle d'intervention, pose du garrot et incision 5 minutes plus tard. 15h20, le garrot est source d'inconfort et la patiente se plaint. Le médecin anesthésiste la rassure et puis est appelé dans une autre salle sur une autre intervention. 10 minutes plus tard, l'anesthésiste est rappelé en salle d'intervention. La patiente est vraiment très très inquiète et il va décider de lui refaire une deuxième injection d'hypnovel. 15h33, il quitte de nouveau la salle pour rejoindre la salle à côté où il y a une intervention un petit peu plus lourde. Et fermeture de l'incision par le chirurgien. Et le chirurgien constate que le sang est foncé. Et là, les choses vont aller très très vite. La patiente se dégrade très très vite. Elle ne répond plus à l'infirmière. Elle est cyanosée et elle se met en arrêt cardio-respiratoire. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de monitoring. Ce simple petit monitoring de SAT aurait peut-être pu changer les choses. Elle a une SAT à 60%. On déclenche immédiatement les manœuvres de ressuscitation, massage cardiaque, adrénaline, intubation. On récupère une hémodynamique, mais le no-flow a été supérieur à 2 minutes et la patiente va être transférée en réanimation. Intubée, elle décédera quelques jours plus tard. Donc là, vraiment, coup de tonnerre, toute l'équipe est sous le choc. On se pose la question d'un infarctus, de surdosage de médicaments, une origine neurologique, un phéochromocytome. Tout est envisagé, on va même faire une autopsie. Et ce qui est dramatique, c'est que l'erreur est tout autre. Il s'agit d'une erreur de produit. Et en fait, l'anesthésiste a injecté un curare en lieu et place de l'hypnovel. Alors, les choses ça paraissent effroyables, hein, mais il faut aller dans les détails et regarder exactement ce qui s'est passé. Il se trouve que quelques semaines plus tôt, il y a une rupture dans les curares, ça arrive hélas régulièrement dans les chaînes de médicaments, et en fait la référence boîte bleue sur la slide a été remplacée par l'intracurium, qui est une boîte orange qui ressemble à s'y méprendre au midazolam juste en dessous. L'information, bien sûr, a été donnée et relayée par les pharmaciens, par les SI et la chef de bloc, mais il se trouve que cet anesthésiste qui est vacataire chez nous n'a pas eu l'information et la confusion a été réalisée dans l'urgence avec les deux ampoules et puis, bien sûr, le monitoring n'avait pas été mis en place. Deuxième et dernière cas pratique, prise en charge d'une chimio ambulatoire, patient monsieur G, 67 ans, cancer côlon métastasé, protocole Folfini-Avastin. Le traitement est prévu donc avec une perfusion continue sur 48 heures, une dose de charge et une perfusion lente, il rentre chez lui. Et sauf que rentrer chez lui au bout d'un
un peu plus d'une heure, 1 heure et demie. Le patient est très inquiet parce que la perf qui devait durer donc sur 46 heures est passée entièrement. Donc il rappelle immédiatement l'équipe d'oncologie, et là ils se rendent compte qu'il y a eu un souci, ils le font revenir immédiatement et pour comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, ce patient a reçu les 5 grammes de 5-FU en 1 heure et demie, ce qui est à peu près un huitième de la dose létale 50. Et donc là, il faut aller très très vite. Il existe une antidote qui est le Vistogard, qui n'est pas disponible en France et uniquement en Grande-Bretagne. Et on a 96 heures pour l'injecter. Donc on commande dès le lendemain le Vistogard. Je vous laisse imaginer passer par le ministère, l'urgence. Je vous rappelle qu'il y a le Brexit, ce n'est pas forcément le plus simple. Bon, accessoirement, le prix, 71 000 €, mais ça n'intervenait pas. Et on reçoit, alors on reçoit d'ailleurs pas tout de suite, puisque Brexit oblige, on a le médicament qui est coincé sous douane, il faut faire intervenir, enfin bon, je vous passe les détails. On reçoit à H57, c'est comme dans un thriller américain, le Vistogard qui est démarré immédiatement. Le patient a fait une leucothrombopénie majeure, mais il n'y a pas eu de séquelles ultérieures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, c'est toujours très intéressant. Il se trouve que la pompe qui est utilisée pour ces perfusions, il manquait de consommables. Et un peu en catastrophe, la centrale d'achat a mis en place une pompe de secours. Bon, je vous passe les détails, la pompe CAD pour une pompe Saphir. Des formations ont été faites, mais elles n'ont pas été suivies par tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur de programmation d'une des infirmières, qui était une infirmière vacataire, qui ne connaissait pas ce matériel, qui ne s'est pas renseignée, qui ne s'est pas rapprochée de l'infirmière senior qui utilisait et qui connaissait cette formation. Alors, plus grave, là je vous dis tout, 3 mois plus tard, dans un autre établissement, pas du tout de la région, on était région parisienne, là, on était dans les Alpes, on a eu un deuxième cas, et je vous avoue que celui-ci m'a piqué un petit peu, quasiment le même. Bon, là, cette fois-ci, les choses ont été prises en charge très rapidement, il n'y a pas eu de souci, mais j'ai passé une petite soufflante au pharmacien en disant c'est juste pas possible, on se battait pour faire du retour d'expérience, donc il y a une note cadre qui a été envoyée à tous les pharmaciens. Alors, je me suis un peu éloigné du laboratoire, je souhaite quand même y revenir. J'ai bien sûr pas l'expertise de mes confrères, mais en fait, de mon point de vue, le laboratoire, et durant cette étude rétrospective, a été très rarement mis en cause. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut se dire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je pense que l'accréditation, tout ce qui a été mis en place depuis des dizaines d'années, les nouvelles normes et la sensibilisation que vous avez tous, permet quand même de limiter la casse de ce qu'on peut avoir dans un bloc opératoire où on sait qu'une checklist elle va être faite plus ou moins bien, qu'il peut y avoir... le laboratoire, il y a une culture de qualité, de contrôle qui est un élément important. Alors, pour autant, on l'a vu avec les exemples qui ont été rapportés ce matin par mes confrères, une erreur humaine est toujours possible. Et puis les situations sensibles en mode dégradé, et là je suis très content parce que je ne connaissais pas la norme qui vient d'être publiée, mais elle insistait énormément là-dessus. Pour nous, c'est des choses qu'on a vues sur des pannes informatiques, des problèmes de cyber, des grèves. En France, on est un peu spécialisé, là, c'est d'actualité. Des ruptures de continuité dans les problèmes électriques, des problèmes d'incendie, des problèmes d'inondation, c'est des choses vécues. Plateau technique à Lyon qui brûle, tout a été regroupé, c'est une vraie situation de crise. Et puis un point quand même important, on ne l'a pas évoqué, c'est les retards de transmission sur les résultats et les conséquences cliniques. C'est bien d'avoir un bon résultat, fiable, métrologiquement parfait. Il faut qu'il arrive à la bonne personne, au bon moment. Et j'ai été sollicité pour une expertise sur un dosage de tacrolimus. Là, il n'y a pas de problème analytique, mais c'était passé par 2 laboratoires. Et en fait, l'équipe de néphrologie ne l'a pas reçu en temps et heure. Il n'y avait pas la posologie qui était indiquée. Et le patient a perdu son greffon. L'affaire est toujours en cours, je ne vais pas m'appesantir. Bon, bien sûr, il y a des examens qui sont plus sensibles. On l'a vu, tout ce qui est hémato, paramètres d'urgence, bêta-CG, les groupes sanguins, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des impacts dans la salle, mais effectivement, il y a quelques études qui montrent que 5-10% des frottis, alors ça l'est un peu moins maintenant avec le frottis en couche mince, mais
était erronée, avec des retards diagnostiques qui pouvaient avoir des conséquences importantes. Alors la mise en place des tests moléculaires d'HPV vont permettre de compléter ces examens. Et puis, un sujet que je n'ose pas trop vous développer, mais j'ai eu 2 affaires à gérer par le passé sur des FIV, avec des erreurs qui survenaient plusieurs dizaines d'années, enfin plus de 10 ans après, où on n'avait aucune... Enfin, on a une traçabilité qui était compliquée. Une affaire était plus de 19 ans après. Et en fait, il y avait une erreur. Donc, on découvrait que la mère porteuse n'était pas la mère biologique. Je vous laisse imaginer la difficulté de gérer des dossiers comme ceci. C'est des choses qui vont, à mon sens, potentiellement se développer avec tous les tests génétiques que vous pouvez faire. Alors en France, c'est pas assez réglementé, mais vous pouvez faire ça sur Internet, vos antécédents, savoir combien vous êtes caucasien et autres. Et je pense qu'on va découvrir des choses dans les années à venir. Voilà. Autre point, dans des dossiers d'expertise, moi j'ai pas mal d'expertise médicale, très souvent le laboratoire va avoir un rôle important, c'est-à-dire sur des retards diagnostiques ou autres, on va vous demander à quelle heure a été communiqué, quand, et toute la traçabilité. Donc ça, c'est un point important dans toutes les expertises civiles ou contentieuses ou pénales. Voilà, en synthèse, j'ai terminé mon temps. Voilà, pour la gestion de ces événements indésirables graves, il ne faut pas être seul, il faut une expertise, une réelle expertise, interne ou externe. Ne pas hésiter à se rapprocher d'autres experts internes, le juridique, les ressources humaines, la communication. C'est vrai que je l'ai abordé rapidement, mais la communication va très très vite. Les réseaux sociaux aujourd'hui, tous savent. Vous êtes tous journalistes avec vos téléphones dans la salle. Vous êtes tous sur des réseaux sociaux. Et ça va beaucoup plus vite que les journalistes classiques. Ce n'est pas vérifié. C'est un facteur de complexité dans la gestion de ces dossiers. Voilà, je termine juste sur l'importance du rétex, mais je pense que la session d'aujourd'hui en est le parfait exemple. Merci.